la réaction à tout cela, elle monte elle aussi. La question qui se pose, et qui revient beaucoup d'ailleurs dans les analyses des experts, c'est qui va gagner la course? Est-ce qu'il va se passer quelque chose de tragique, ou bien est-ce que la raison montante va devancer la crise qu'un certain nombre d'experts, dont parle un certain nombre d'experts? Je pense que le pire n'est jamais sûr, heureusement. Mais enfin, franchement, on n'est pas très bien barré pour dire les choses comme elles sont. Honnêtement, si on continue sur cette... je suis peut-être un peu trivial dans mon propos, mais bon, c'est vendredi soir, donc la semaine s'achève, et on se détend. Non, on est dans une situation très, très, très difficile. Les prévisions sont franchement très mauvaises. Alors, c'est peut-être aussi la chance de pouvoir avoir le virage qu'il faut. Là, je voudrais juste dire un mot sur un mot qui est utilisé tout le temps et que moi je ne veux plus utiliser, qui est le mot transition. La transition, c'était il y a 40 ans. Ça, oui, mais il y a 40 ans, on pouvait faire la transition. Si vous me donnez 2 minutes, je vais raconter quelque chose. Oui. Il y a un bouquin très intéressant qui est sorti il y a maintenant quelques mois, d'un type qui s'appelle Nathaniel Rich, c'est un bouquin américain, que vous avez peut-être lu les uns ou les autres, qui s'appelle Perdre la Terre. Ce bouquin raconte comment on a loupé le coche en 1978. Ça fait quand même un petit pari, n'est-ce pas, où tout était prêt pour mettre en place tout ce qu'il fallait pour changer le système énergétique. C'était du temps de la présidence Carter, donc les plus âgés dans la salle se souviennent probablement de M. Carter, président des États-Unis, marchand de cacahuètes, mais qui avait parfaitement compris ce qui se passait, avait mis des panneaux solaires sur le toit de la Maison-Blanche, 1978, et avait lancé tout ce qu'il fallait pour mettre en place les accords de Paris, disons pour faire simple, avant la lettre. Et une grande conférence était prévue en 1980 à Copenhague pour faire ça. Début 80, élection de M. Reagan, prise de pouvoir du lobby pétrolier, tout est tombé à l'eau. Ça veut dire qu'à la fin des années 70, on aurait pu, à un coût très modeste, changer complètement le système. On ne l'a pas fait. Voilà. Donc, je veux dire que ça fait quand même réfléchir. Pourquoi je dis ça? Pour expliquer que la transition, là, on pouvait la faire. Maintenant, c'est trop tard. Tout ce qu'on peut faire, c'est le bouleversement. Parce que si on croit que c'est la politique des petits pas à l'échelle planétaire qui va nous permettre de résoudre nos problèmes, on se met le doigt dans l'œil jusqu'à l'Europe là. Il y a eu hier publié dans Le Monde un appel de 11 000 scientifiques du monde pour dire ce que l'on pouvait faire. 6 mesures à prendre qui concernent la viande, qui concernent l'énergie, qui concernent toute une série de sujets. Voilà, on sait ce qu'il faut faire. Alors, est-ce qu'on va être capable de le faire? Et c'est là où on voit, et je ferme ma boucle, que c'est la société civile qui reprend les choses en main, et c'est tout ce qui est en train de se passer sur la justice qui va être dans le monde, pour obliger les États à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Alors, je vous rejoins, je voudrais juste, peut-être avant si les gens ont des questions, c'est une question aussi de l'audience, mais je suis d'accord sur le fait que le braquage aussi du modèle économique qui vient effectivement du début de la financiarisation aussi, qui est arrivé à la fin des années 70, début des années 80. Vous parliez de Reagan, il y a aussi Mme Thatcher qui arrive dans l'eau, c'est-à-dire qu'en fait, on a une casse sociale par exemple en Angleterre, puis on a une casse environnementale aux US. C'est-à-dire que là, on prend un virage sur un modèle économique où on se dit on va utiliser toutes les ressources nécessaires dans un laps de temps très très court pour fabriquer un modèle qui génère le plus de cash possible. Voilà, ça c'est le dogme en fait. Vous construisez votre modèle économique comme ça. Tant qu'on n'aura pas reconstruit un modèle économique qui soit plus résilient et avec, on efface le dogme financier et on bascule sur un dogme qui est beaucoup plus environnemental, social et qui nous inscrit dans un mode sociétal, là on pourra réaliser. Mais vous avez raison dans le sens où on a des armes pour faire, encore faut-il qu'il y ait une régulation, une législation, un désir politique aussi de devoir reconstruire le modèle. Est-ce que vous avez... Oui. Est-ce qu'on peut faire passer les micros? Voilà.
moi j'avais deux questions et des remarques. La première question qui me semble essentielle, c'est que bon, on voit à l'échelle planétaire le problème, on voit les mécanismes, on vous l'a décrit, je pense qu'un grand nombre d'entre nous sont conscients de ces questions, mais il y a un absent qui pourtant a été annoncé en préambule. C'est la place du citoyen dans cette affaire. Moi je constate que depuis moins d'un an, il y a des jeunes qui manifestent dans le monde entier et qu'il y a une conscience planétaire qui a pris forme et qui est sur... Moi, j'ai participé à des manifestations localement ici, mais je suis vais à l'étranger, j'ai participé à d'autres manifestations à l'étranger. J'ai trouvé les mêmes slogans, les mêmes volontés et le refus des systèmes politiciens, mais la volonté d'avancer. Donc, ça ne se passait pas. Moi, je me souviens, pour notre génération, Corinne, Rio, qui c'est qui était mobilisé? Les associatifs, les politiques, mais pas du tout la population. Là, on a une génération entière qui est en train de bouger. Donc ça, moi, c'est un point essentiel. On ne peut pas parler de ces problèmes sans garder en tête ce point-là. Deuxième point qui me semble aussi essentiel, en tant que citoyen, comment je peux agir? Je peux agir de deux manières. Enfin, il y en a plusieurs, mais moi, j'en citerai deux. Il y en a une, participer à des boycotts. Je crois appuyer lorsqu'il y a des plaintes juridiques par rapport aux carences de l'État ou aux carences d'une collectivité. Donc, et organiser le boycott d'un certain nombre de sociétés. Ça a fonctionné à une époque, il n'y a pas de raison de ne pas le continuer. Le deuxième élément, c'est l'élément positif, parce qu'on ne peut pas passer son temps à être contre. Il faut aussi positiver les choses. On parle de finances. Je m'excuse, mais même avec des labels, j'ai peu d'argent, je n'ai pas des gros revenus, mais je ne me vois pas placer mon argent dans une société labellisée qui va jouer à l'international. À mon échelle locale, je pense qu'on peut avoir un contrôle en tant que citoyen sur les placements qu'on peut faire, qu'il y a des sociétés publiques locales qui existent, qui peuvent mixer justement avec les scopes un ensemble, et je vois que sur le Grand Avignon, il y a des possibilités fortes. Je donnerai sur le problème énergétique. On a une usine de traitement des déchets, une usine d'incinération qui produit de l'électricité. C'est déjà une base. On a un certain nombre de champs solaires qui ont été installés qui peuvent aussi fournir. Donc il y a une capacité de produire, d'autoproduire son énergie. Ça a besoin de capitaux, cela. Qui est le mieux placé en termes de capital que celui qui habite une région et qui, avec ses moyens, peut financer? À ce moment-là, on arrive à avoir une autonomie. Et on peut avoir des partenaires qui sont plus puissants, qui ont d'autres buts, mais qui s'aligneront dans une logique d'intérêt pour leur propre société avec nous. Donc je pense qu'il faut aussi mener ça et penser en termes de citoyens de mobilisation. Parce que sinon, malheureusement, on serait amené à faire comme Yves Cochet, à être suicidaire, le monde va à la catastrophe, on ne peut rien faire, etc. Ou on se sauvera individuellement. Or, il n'y aura pas de sauvetage individuel. Je crois que ça, il faut bien s'imaginer. Et je pense que Corinne a dit une chose essentielle, c'est que les pays les plus menacés sont les pays les plus pauvres et qui ont le moins de moyens. Est-ce qu'on va les regarder mourir et on va voir la planète crever, ou est-ce qu'on va réagir à notre niveau, mais avec cette vision globale? Je crois que c'est ça qui est le problème essentiel actuellement. Merci à Robert Finetti de nous avoir donné ce point de vue à la fois politique et pratique dans ce qui nous préoccupe ce soir. En ce qui concerne l'investissement responsable, vous dites investissez autour de vous. Je pense que c'est très juste, parce que ça a un double avantage. D'abord, c'est rentable de faire de l'électricité. Et deuxièmement, c'est une autre organisation de la société. La décentralisation énergétique, c'est la mère du reste. C'est ce qui permet de redévelopper une activité économique locale. C'est ce qui va permettre probablement de rester à un niveau de prix de l'électricité tout à fait acceptable, parce qu'il n'y a plus de prix du transport. C'est ça qui fait quand même une grande partie de la différence. Le transport, c'est 30% de la facture électrique. Puis derrière, vous avez le déplacement qui est rendu possible. Vous avez la maison autonome, vous avez toute une série de choses qui découlent de tout ça. Et donc, c'est une autre manière, c'est tout à fait une autre manière de vivre. Bon, sauf qu'on est dans un pays qui, jusqu'à présent, freinait des cas de fer, mais s'il y en avait 6, ce serait des 6 fers, pour aller dans cette direction. Christophe
Réveillé. Je veux juste ajouter un point. Je vous remercie pour votre éclairage que je trouve effectivement aussi très juste, et notamment, je dirais, sur l'aspect que vous avez souligné, c'est-à-dire quel pouvoir individuel on a chacun, etc., comment on se met en route. Moi, je dirais qu'effectivement, il y a une chose qui est très importante, c'est on peut refaire l'éloge de la simplicité, quoi. C'est-à-dire revenir dans des circuits courts, traçables, maîtrisables, contrôlables, dans lesquels on a un sens et aussi un impact. Parce que c'est vrai qu'on parlait effectivement de label ou beaucoup de choses, et vous avez soulevé aussi ce point, mais plus je dirais, l'épargne est directe, plus elle est traçable. Plus elle est diluée, moins elle est traçable. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui aux épargnants, c'est de se dire qu'on a de la traçabilité, donc de l'impact. C'est-à-dire, moi, mon argent, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc revenir dans des circuits courts, revenir dans quelque chose de beaucoup plus simple, c'est aussi se dire, effectivement, comment je peux ramener de la proximité, comment dans un principe d'atomisation, j'essaie déjà de moi, dans mon cercle court, de construire un projet qui a du sens, un impact. Mais ça, clairement, en tant qu'épargnant duel, vous avez aussi la capacité, alors après ça dépend bien sûr de chaque niveau d'épargne individuel, mais d'investir en direct dans les entreprises. Vous pouvez supporter les entreprises en développement aussi, vous pouvez amener de l'épargne là-dedans. Après ça, c'est aussi des projets, une éthique individuelle. Mais clairement, la finance, d'un point de vue macro, tel qu'on la voit aujourd'hui, les systèmes financiers complexes, les interactions globales, elle est aussi très micro. Moi, je pense que revenir dans le micro sur la finance, c'est aussi une des clés de la réussite. D'autres questions? Monsieur? Monsieur, et puis ensuite on vous passera le micro. Oui, est-ce que vous ne pensez pas que la question, le problème soit principalement politique? Parce qu'à mon sens, s'il y avait massivement une farouche volonté politique de changer le système, ça serait déjà fait. Donc le problème de ces jeunes qui manifestent, s'ils avaient, et je pense que ça viendra, à voir leur comportement, y compris chez nos enfants, s'ils avaient une farouche volonté non seulement de manifester, mais également de s'engager, c'est sans doute eux qui seraient la meilleure façon de changer le système. Je pense que c'est d'abord politique. Parce que les gens qu'on évoquait tout à l'heure, les M. Trump, etc., ils ont quand même été élus, quoi. C'est la démocratie qui a parlé, donc bien sûr que nous ne sommes pas d'accord, mais ils ont été élus par le peuple. Donc c'est pas que les gens ne méritent pas ce qu'ils ont, mais ils ont été élus. Donc c'est à nous, aux citoyens, et notamment les jeunes, de s'engager, non seulement de manifester, mais de s'engager pour changer et prendre des décisions qui iront dans le sens qu'on évoque depuis tout à l'heure. Et à mon sens, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je dirais au moins en Europe, ça commence. Vous regardez les votes aux européennes, vous regardez les votes en Suisse il y a 15 jours. Oui, vous avez une montée de ces préoccupations-là, de cette demande-là dans le vote écologiste, tout simplement, qui maintenant entre 10 et 20% dans la plupart des pays européens, ce qui n'est pas la majorité mondiale, mais qui est un score quand même extrêmement sensible. Bon, alors ensuite, derrière ça, il y a un problème qui est lié aux inégalités sociales, de manière très claire. Les gens qui ont voté pour Trump, pour Bolsonaro ou d'autres mouvements du même ordre, je pense à la Pologne, etc., c'est beaucoup de gens qui, en fait, ont perdu à la mondialisation et qui donc ont peur. D'abord, ils ont peu de moyens et ensuite, ils ont peur de l'avenir. Et donc, d'aller vers des gens qui les flattent dans le sens du poil et qui, par-dessus le marché, jouent exactement le contraire, bien entendu. Oui, sauf que ce sont des populistes, ce sont des gens, on a connu ça précédemment, même si je suis partie de ceux qui pensent que la situation actuelle n'est pas directement comparable à celle des années 30, mais il y a dans l'expression publique, dans la manière de mener les foules, dans les phénomènes de foule, des choses qui sont tout à fait comparables. Donc, tant qu'on n'aura pas été capable de lier la question de la réduction des inégalités à cette question-là, on n'y arrivera pas. Or, ce n'est pas l'intérêt, c'est ça le problème, de ceux qui sont populistes
d'aller dans cette direction-là. Parce qu'évidemment, ici, la branche sur laquelle ils sont assis, il ne faut pas le faire. Donc, vous avez raison, le sujet est politique, mais je crois que c'est peut-être aussi par la finance qu'il faut passer, parce que si ceux qui se sont tellement enrichis depuis une trentaine d'années, parce que vous regardez les indices de Gini qui mesurent l'inégalité dans tous les pays du monde, vous voyez qu'ils ont explosé. Alors chez nous en France, un peu moins qu'ailleurs, mais quand même, puis ça ne s'améliore pas. Ailleurs, c'est franchement catastrophique. Donc même aujourd'hui, les grandes fortunes reconnaissent qu'il faut changer le logiciel et qu'il faut réduire ces inégalités le jour où, au lieu de le reconnaître, on le fera. Je pense que le vote populiste diminuera de manière tout à fait conséquente. Avant de passer la parole à monsieur, je voudrais prolonger sur cette question politique parce qu'il y a une préoccupation qu'on peut quand même avoir. On se tourne beaucoup dans cette période de crise, que ce soit du côté des gens qui votent populistes ou de ceux qui contestent ce vote populiste et qui contestent les pouvoirs. On se retourne beaucoup vers les politiques et en disant les choses dépendent d'eux. Or, il s'est passé quelque chose depuis les années 80 dont vous avez parlé. C'est qu'on n'a pas seulement déréglementé les marchés, etc. C'est que les politiques se sont dépouillés d'une bonne partie de leur pouvoir. Et que les politiques, si on voit ce que gèrent les politiques aujourd'hui et ce que gèrent les grands portefeuilles, ce sont des nains, les politiques. Alors comment faire en sorte que les politiques réacquièrent une puissance suffisante sans tomber dans le populisme? On est quand même là devant une contradiction qui est très angoissante. Je ne sais pas si je pourrais répondre à la deuxième partie de votre question qui est comment le politique reprend la main. C'est un projet très complexe, et puis je ne suis pas politique, c'est pas mon métier. Par contre, je peux essayer de répondre sur la première qui est aussi en lien avec l'intervention de monsieur juste avant. En fait, moi je dirais que le problème de fond, c'est les systèmes financiarisés. Ce qui a créé la misère sociale, ce que Madame Lepage disait à l'instant, les inégalités, c'est les systèmes financiarisés. Si vous prenez un exemple, une illustration très très simple, et je prendrai un deuxième exemple après qui sera lié à la montée des populismes et des démocraties libérales. Aujourd'hui, vous avez 8 personnes dans le monde qui détiennent autant de capitaux que 4 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire quasiment plus de la moitié de la population. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a un bug dans le système qui nous fait dire que plus vous concentrez, plus vous êtes dans des logiques de concentration, plus vous réduisez l'autre partie à la misère. C'est-à-dire que vous prenez tout, puis vous laissez rien aux autres. Et quand c'est dilué sur une énorme masse de population, ça fait que vous créez du misérabilisme. Et les fascistes sont montés comme ça, c'est-à-dire effectivement 29 Wall Street, un crash financier monstrueux, où là en plus on ne répond pas à la question de ce qu'on a fait en 2008, c'est-à-dire on recapitalise les banques, puis on leur demande rien, on ne rend pas compte, puis c'est contribué un petit peu. C'est-à-dire que là on laisse le système s'effondrer. Donc vous avez derrière une montée du fascisme qui datait pas de 29, mais qui était latente, mais qui arrive derrière en puissance et qui fait arriver le pouvoir nazi donc en 1933. Donc en fait vous avez le prolongement. Et en même temps aux USA vous avez les lois Roosevelt qui vous disent il faut séparer les banques de dépôt des banques d'affaires, c'est-à-dire isoler les risques. Donc en même temps, vous avez des pare-feux. C'est ce qui se passe un peu aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez effectivement, si on prend le deuxième exemple que je vais donner, c'était en Italie, vous avez la plus vieille banque du monde en Italie, la banque Monte dei Paschi. Donc la banque Monte dei Paschi, elle date de 1400 et quelques, je crois qu'elle a été fondée en 1400 et quelques, c'est la plus vieille banque du monde. Cette banque, elle a fait faillite en 2016-2017, je crois. Elle a été recapitalisée par l'État italien. Mais dans le même principe que ce qui a été fait en 2008 pour les banques d'affaires américaines qui ont commencé à couler, etc. et qu'on a parfois capitalisé. Il faut quand même savoir qu'en 2008, le plan de sauvetage des banques européennes, c'est à peu près 1300 milliards d'euros. Les banques de recapitalisation, le principe de recapitalisation en banques américaines, c'est 700 milliards de dollars d'argent créé, tout ça, parce que là, en plus, je me souviens de ce Fillon qui disait juste avant, on n'a plus de sous. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus rien faire. Vous balancez quand même 1300 milliards d'euros pour recapitaliser les banques, mais vous ne rentrez pas dans le capital. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de dire on va nationaliser les banques, c'est-à-dire qu'en fait, on vous donne de l'argent. C'est ce que vous voulez, quoi. On revient au principe du casino. Donc la banque Monte dei Paschi, pour en revenir à l'exemple italien, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire on vous donne de l'argent, vous pouvez repartir. C'est une banque qui a été soutenue depuis des années par la Banque Centrale Européenne. Enfin, il y avait quand même un conflit latent, je dirais, de faillite. Mais ça vient
au moment où en fait vous avez ça en Italie, c'est-à-dire le rejet d'un système de la population, c'est-à-dire on rejette un modèle économique, surtout on rejette non pas des politiques, on rejette un modèle économique. Je pense que la question de fond est là, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire c'est telle ou telle personne qu'on déteste et qu'on n'aime pas, c'est quelle est l'incarnation. Moi, quand je vais voter, je regarde quel est le projet économique et social. C'est la première chose que je regarde. C'est-à-dire quel est le fond du problème, c'est-à-dire comment on reconstruit le modèle économique, qu'est-ce qu'on propose derrière. Et bien en Italie, Salvini est arrivé juste derrière. C'est-à-dire la Ligue du Nord, ils sont arrivés juste après l'épisode Montepaschi Paschi, qui était une goutte d'eau en Italie en disant nous, on en a marre. C'est-à-dire qu'on nous a déjà fait le coup en 2008, il y a 10 ans, on nous fait le coup 10 ans plus tard. C'est une banque qui incarne l'Italie. On est en train de leur dire continuez en plus à faire ce que vous voulez. Vous laissez les clés du camion en banque, continuez. Donc ça veut dire qu'on n'est même plus dans une question de dire on est raciste, on en a marre, on rejette tout. On en a marre du modèle économique. Et dans ces cas-là, généralement, ceux qui arrivent au premier pouvoir, ce sont les partis les plus populistes, les plus extrémistes, malheureusement. Et c'est ce qui se passe dans tout ce type de démocratie. On a eu le même exemple un peu partout. En Hongrie, on a eu l'exemple aussi sur les banques, c'était le même cas. Il y a beaucoup de cas comme ça qui reviennent. Ça vient toujours des systèmes financiers argentins. C'est mon analyse, effectivement, c'est de se dire que ça vient toujours de ces systèmes financiers argentins. Malheureusement. Monsieur. Oui, bonjour. On passera à monsieur aussi. Sylvain Yordana, je suis conseiller départemental de Vaucluse. Et puis sur Avignon, grâce à des amis écologistes qui sont là. Moi, je trouve très intéressante cette conférence, donc je vous remercie pour tous ces éléments. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la finance, c'est un élément qui est surdéterminant dans la vie sociale et dans la vie politique de tous nos pays. Alors, j'étais aussi un peu, enfin, je ne suis pas professeur d'université, mais j'étais un peu à l'université pendant quelques années, et c'est vrai que j'ai appris que jusque dans les années 80, en gros, on produisait des marchandises, et pour une marchandise produite, on produisait une unité monétaire, et qu'après les années 80, on a basculé dans un modèle qui était un peu différent, c'est-à-dire que c'était plus la production des marchandises qui avait la création monétaire, mais pour une marchandise produite, on est passé à 5 fois, 10 fois, jusqu'à 20 fois son prix. On prend par exemple l'exemple d'un pétrolier qui part d'Iran, il est vendu plusieurs fois avant d'arriver dans son port d'arrivée. Donc en fait, l'accumulation monétaire a pris la domination par rapport à la production elle-même. Alors ça, je trouve que c'est un élément, donc ce que vous apportez est très intéressant, c'est-à-dire que comme on est dans une économie qui est financière, on a un poids en tant qu'individu ou politiquement sur la finance. Mais je reviens, étant élu politique, je ne suis pas professeur de finance ou d'économie, je pense qu'on a quand même un rôle, c'est-à-dire que même si on est dans un monde où la production de marchandises devient minoritaire parce que chaque marchandise est vendue et revendue plusieurs fois, 10 ou 20 fois, je pense qu'il ne faut quand même pas abandonner l'idée que la production, la manufacture reste quand même l'élément de base, même si la finance détermine sa valeur. Et je pense que politiquement, dans nos pays, la France et l'Europe, on a abandonné l'idée de produire nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fatalité? Est-ce qu'on achète nos vêtements, nos t-shirts, nos chemises en Chine? Pourquoi est-ce qu'on a abandonné l'idée de produire nous-mêmes nos marchandises? Alors, je me rappelle, moi, quand j'étais gamin, j'allais avec mon grand-père, on allait à la bourse de Lyon, et on pouvait investir, mon grand-père investissait dans des entreprises lyonnaises. Ça n'existe plus. Donc je pense que, alors c'est vrai que les fonds d'investissement, le fait de choisir des investissements responsables, c'est intéressant, mais je pense qu'on a des outils, et politiquement, on aurait intérêt à réfléchir localement, nationalement, régionalement, à recréer des outils qui permettent aux citoyens d'investir dans des entreprises. Si nous on est à Avignon, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas investir dans des entreprises avignonnaises? Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier qu'en tant que politique, on a toujours un rôle et qu'il ne faut jamais abandonner cette volonté de reprendre pied sur notre territoire. Merci beaucoup. Merci. Je dirais que c'est même la définition même de la politique. Avec des lunettes. Oui, bonsoir. André Attias, expert comptable à Avignon. Je suis très impliqué dans le monde associatif, dans la défense de la culture et de l'environnement. Et j'ai beaucoup aimé la leçon d'économie que vous nous avez donnée tout à l'heure, très,
très claire et très nette que vous nous avez un petit peu assénée, et vous avez bien clairement condamné le capitalisme dans ce qu'il y a d'hyper-financier en ce moment. Ma question, j'avais aussi une petite réponse que j'apporterai après, mais la question c'est sur le thème de la soirée qui est le financement, l'investissement responsable. Est-ce que quand on va voir une banque pour investir, vous en avez parlé un petit peu, est-ce que les banques qui ont un statut coopératif sont à préférer? Je connais un peu la réponse, mais je la pose clairement. Est-ce que les banques qui ont un statut coopératif, c'est-à-dire qui appartiennent à leurs sociétaires, comme le Crédit Agricole, la BPCE, le Crédit Mutuel, la NEF aussi, est-ce qu'elles sont préférables aux banques qui sont purement capitalistes, comme la Société Générale et la BNP, pardon, à cette communauté? Voilà, ça c'était ma question. Et bien sûr, je n'oublie pas la Poste, parce que la Poste aussi a son rôle à jouer. Donc ça c'est une question purement sur le thème de la soirée. Et puis j'avais une petite réponse à la question du monsieur qui est tout à fait à gauche, qui est du journaliste, non, je crois, c'est ça? Je suis journaliste. Voilà, la question du journaliste sur qu'est-ce que fait le politique en fait. C'est un petit bonhomme qui est le maire d'un petit village de Bretagne, dont j'ai oublié le nom, je vais me le lire, mais c'est pas grave, qui lui a émis un arrêté anti-pesticides dans sa commune. Et bien sûr, le juge l'a condamné. Mais je crois que dès aujourd'hui, pour la première fois, je ne sais pas si vous en avez parlé avant que j'arrive, et Corinne Lepage, je crois, défendait le maire de Gennevilliers et de Sceaux, bravo. Aujourd'hui, pour la première fois, il y a un juge qui a donné raison au maire en lui disant que ça relevait de son système de police, de son devoir de police. Et je vous en parlerai sans doute beaucoup mieux que moi. Donc je crois que le politique, il a un rôle, et c'est significatif que ce soit le politique préféré des Français, c'est-à-dire le maire d'un petit village très local qui ait lancé ce mouvement. Merci. Merci de rappeler. Je vais me permettre d'essayer d'abonder, c'était un peu lourd. Oui, François. Je voudrais répondre à M. Atrès parce que j'ai un exemple très précis sur la question des banques coopératives. Il y a 3 ans, Réseau CEP, nous avons créé un fonds commun de placement participatif avec 3 compartiments, un compartiment bonne gestion sociale, un compartiment environnement et puis un compartiment croissance économique. Et le principe, ce que je disais tout à l'heure, qui est tout à fait novateur, c'est que l'attribution des fonds d'épargnants, c'est-à-dire l'allocation d'actifs, est faite sur une base démocratique d'un homme, une voix. Ce fonds commun de placement, c'était une longue histoire pour le constituer. Nous avons pu le faire parce que nous avons eu l'oreille attentive et le soutien du directeur général de Ecofi. Ecofi, c'est la société de gestion d'actifs du crédit coopératif. Et là, on se dit, hurrah, crédit coopératif, c'est une boîte vertueuse. Et puis, je ne suis pas tout à fait ignorant de la question financière, je sais très bien que pour qu'un fonds commun de placement vive, il faut qu'il ait une capitalisation rapidement importante, parce que sinon, le gérant d'actifs ne paie pas ses charges fixes, qui sont très élevées. Donc, un fonds commun de placement, pour vivre, il faut que globalement, il ait 7, 8, 10 millions de capitaux. Nous avons pu, avec nos petits bras, collecter aux alentours de 2 millions de capitaux, et puis notre distribution n'était pas assez performante. Et au mois de juin, le directeur général d'Ecofi m'appelle en disant écoute François, il faut que d'ici au 27 ou 28 septembre, tu aies trouvé 10 millions, parce que sinon, on va fermer le fonds. Je ne peux pas faire autrement, ça me crève le cœur, mais c'est l'impératif que me donne le crédit coopératif, parce que le fonds n'est pas rentable pour nous. Donc, il n'y avait pas de discussion, même si on est dans l'éthique affichée du crédit coopératif, ce qui prime à ce moment-là, c'est l'aspect industriel. On est dans l'économie. Donc, je ne crois pas un seul instant qu'une banque coopérative échappe aux contraintes économiques plus qu'une banque capitaliste. Alors, pour ce qui concerne la NEF, c'est autre chose, parce que la NEF, jusqu'à présent, ce n'était pas vraiment une banque, elle faisait ce que l'on appelle du private equity social, c'est-à-dire du financement privé social, ce qui pose un problème de sécurité financière pour l'épargnant. Il y a un exemple précis dans les investissements de la NEF. Il y a quelques années, la NEF avait sorti fonds commun de placement innovation très social,
c'était tellement social que les épargnants ont perdu la totalité de leurs fonds. C'est pas par hasard que la réglementation financière interdit aux gérants d'actifs d'investir plus de 10% d'un fonds dans l'économie sociale et solidaire. Parce que ça représente un risque clair pour les épargnants. Donc voilà, les choses sont complexes. On ne peut pas porter des jugements manichéens sur les questions. Puis je crois que je vais vous passer la parole, mais Isabelle Portefeuille. Juste, François, si je peux aussi abonder dans ton sens et puis essayer de donner des éléments de réponse à la question de monsieur qui parlait des banques coopératives et mutualistes. On peut citer quelques noms de banques. En expliquant un concept très rapide, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous savez ce que c'est le principe de banque systémique et de banque universelle? Je ne sais pas si les gens sont au courant de ce que c'est ou pas, je vais essayer d'expliquer rapidement. Je vais l'expliquer. Donc une banque systémique, c'est une banque qui a un risque global, c'est-à-dire que si la banque s'effondre, elle met en péril le système en totalité. C'est ce qui s'est passé en 2008, c'est-à-dire que la taille de ses actifs est tellement colossale que l'enjeu est global. Okay. Les banques que vous venez de citer, que vous citez comme des banques coopératives mutualistes, sont des banques systémiques. Toutes celles que vous avez citées. Crédit Agricole, Caisse d'épargne, groupe BPCE, BNP, Société Générale. En France, on a 4 banques systémiques. Okay. C'est un constat. Le problème, c'est qu'elles sont aussi universelles. Une banque universelle, c'est quoi? C'est une banque qui a 2 activités, chose qui était interdite par la loi jusqu'en 1900, début des années 90. La loi de modernisation des marchés financiers a repermis ça. Vous concentrez 2 activités principales. Banque d'investissement sur les marchés, c'est-à-dire votre objectif, c'est de créer de la spéculation sur les marchés avec parfois des fonds propres, c'est-à-dire les fonds propres de la banque. On joue avec, c'est vraiment du casino, c'est tout ce que vous voyez dans les médias, les films, tout ce qui a généré les crises de spéculation intensive, donc la banque d'investissement. Et la banque de dépôt, crédit. Nos banques, okay, de tous les jours. C'est-à-dire qu'il fait que vous avez le Crédit Agricole dans l'agence du coin, vous avez votre conseiller financier que vous connaissez très bien, sauf que lui, il ne sait pas, certainement, et très souvent, que bien au-dessus, dans la banque d'investissement, on est à un niveau de spéculation très intensif qui met donc la banque dans un modèle systémique et la rend universelle. Et la banque universelle, c'est comment justement on utilise les dépôts de la banque pour les investir, nous, c'est-à-dire les fonds propres, pour les investir sur des marchés. Donc, trouver la bonne banque aujourd'hui, quand on connaît un peu le système, comment il fonctionne, il n'y a pas un pays dans le monde qui a plus de banques universelles que la France. Même les États-Unis, vous imaginez. Les États-Unis, il y a beaucoup de banques d'investissement, mais elles ne sont pas spécifiquement banques de dépôt. Parce qu'il y avait encore des réminiscences sur les lois Roosevelt qui existaient pendant 60 ans sur la séparation des activités banque de dépôt et banque d'affaires. En France, on en a 4. Si vous prenez en plus la taille de la plus grosse de BNP, la taille de ses actifs, c'est l'équivalent du PIB de la France. Donc ça veut dire que demain, si BNP s'effondre, comme c'est une banque systémique, ça veut dire que le pouvoir de dire, et c'est pour ça qu'on revient à la question du politique, le politique, en fait, concrètement, aujourd'hui, il a un pouvoir très limité face à l'industrie financière, il faut être clair. Il dit, nous, demain, si on s'effondre, le système s'effondre. Donc, quelque part, il va falloir nous écouter un peu aussi. Donc moi, je ne suis pas politique, je n'ai pas été dans les circuits politiques, mais je suis dans des réseaux de réflexion qui environnent la politique, qui me font aussi penser que le politique, aujourd'hui, s'il veut vraiment reprendre le leadership sur la question, il va falloir qu'il s'accroche déjà au camion, pour ne pas être stigmatisé ou voire un peu blacklisté, mais clairement, là, le pouvoir du citoyen est fort. Quand je parlais de se dire, mais il faut regarder le modèle économique et social, c'est-à-dire vers quoi il tend. La question de la valeur, on en parlait aussi avec François dans ce débat, c'est que la question de la valeur, elle est très 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 importante. Celui qui met en avant la valeur, qui ne parle plus de valeur même économique, qui va parler de valeur sociale, de valeur d'usage, de valeur environnementale, là, je vous avoue qu'effectivement, il y a un projet. Après, pour la question des banques, c'est clair que la banque coopérative, aujourd'hui, telle qu'elle est affichée, dans les banques de réseau certainement, mais au global, c'est très compliqué de l'identifier. Je ne suis pas sûr qu'on en ait beaucoup. François a pris l'exemple du crédit coopératif, qui est pourtant identifié comme une banque éthique coopérative dans l'association et la fédération des banques éthiques et alternatives. Bon, effectivement, c'est une banque qui a déjà une autonomie de gestion, une autonomie dans ses produits, dans sa politique de placement, etc., qui est moins exposée à un risque systémique, qui n'est pas une banque universelle au même titre que les banques qu'on vient de citer le sont. Mais bon, effectivement, il y a quand même une variable financière, et François en a vécu l'expérience, il y a une variable financière qui est inhérente à tout investissement, et que derrière, toutes les banques vous diront, voilà, nous, la création de valeur, c'est la financière,
c'est quand même l'objectif. Avant de passer la parole à madame, un mot de page. Je voulais dire un mot sur l'exemple de Daniel Cueff que vous avez donné tout à l'heure, qui est le maire de la première commune, parce qu'il y en a plus de 100 en France aujourd'hui, qui ont pris des arrêtés anti-pesticides. C'est vrai qu'on a gagné ce matin à Cergy-Pontoise, on va voir si on a d'autres décisions positives, mais c'est pas de ça dont je voulais parler. C'est l'initiative des maires. Je pense que quand on parle des maires, ce qu'ils peuvent faire à un niveau local, et qu'on parle des sujets qui viennent d'être abordés, on ne parle pas de la même chose, en réalité. Il reste une capacité d'action locale. Elle existe. Elle n'est pas extraordinaire, mais enfin, elle existe. De moins en moins, parce qu'effectivement, l'État a desséché les finances des collectivités locales. Mais enfin, elle existe encore. Au niveau national, c'est extrêmement difficile parce que la financiarisation a entraîné la compétition entre les États, y compris au sein de l'Europe, ce qui est quand même les dernières années, parce que comment voulez-vous construire un espace européen quand les États sont en compétition entre eux? Ça ne peut pas fonctionner. Donc, tant qu'on n'aura pas un minimum de politique commune, notamment en matière fiscale, il n'y en aura pas. Ça, c'est tout à fait évident. Mais donc la compétition, elle est partout, et effectivement le too big to fail dont on parlait mon voisin, c'est-à-dire trop gros pour tomber, il fait que même s'il y a des textes qui ont été votés au niveau européen, que quand même renforcer un certain nombre de critères prudentiels et d'obligations des établissements bancaires, il n'empêche que nous avons tous financé les banques en 2008 et que s'il y a une nouvelle grosse crise du système financier, on va tous y passer puisqu'on n'a plus de réserve publique pour aller rattraper les banques. Je ne sais pas ce qu'on fait, personne ne sait ce qu'on fait. Voilà, donc je voulais juste dire qu'on ne parlait pas exactement la même chose au niveau politique. Je voudrais juste un dernier petit mot pour répondre à ça. Effectivement, j'avance complètement sur le fait que la localité, pour moi, c'est vraiment la solution. On parle de chercher des solutions. Moi, le circuit court, la localité, c'est indispensable. C'est-à-dire remettre du circuit court dans les modes d'investissement et dans les modes de vie aussi. Moi, j'ai la chance de vivre dans une petite bourgade de 50 habitants, enfin, dans un tout petit hameau en altitude, en campagne. Il nous manque juste la monnaie complémentaire, la monnaie locale, et je pense qu'on s'autosuffit. Clairement. C'est-à-dire qu'en termes de système de dynamisme, en termes de système d'entraide, de système juste de vision du monde, en fait. Clairement, on ne parle même plus de finance, là, de démocratie, on parle de vision du monde. Je pense que dans les circuits courts et les localités, c'est quelque chose qu'on comprend très très bien, parce qu'on met de l'interaction d'impact, c'est-à-dire qu'en fait, on est en one-to-one, on est en face à face. Ce qui complexifie le modèle, c'est d'aller dans du macro, c'est-à-dire que dès que vous diluez, c'est beaucoup plus complexe d'avoir un échange interactif. Nous, ce qu'on peut faire ce soir, c'est échanger entre nous, parce qu'on est en face. Mais dès que vous êtes dans un système qui est beaucoup plus complexe, là, les interactions sont beaucoup complexes aussi, clairement. Vous m'offrez effectivement une bonne transition, même si c'est un mot auquel vous nous demandez d'être vigilant. Isabelle Portefeuille, moi je suis adjointe au maire de la ville d'Avignon et j'ai la délégation de l'économie sociale et solidaire, et justement je voulais intervenir sur les monnaies locales complémentaires et la chance que nous avons sur notre territoire d'avoir la monnaie locale, la roue, et cette roue, et pour faire aussi écho, donc monnaie locale qui est reconnue par la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire, c'était pour faire aussi écho au rôle des citoyens et de ce triptyque que peut être effectivement le politique, les citoyens et les associations. Et avec cette roue, justement, quand on change localement des euros en roue, ça permet de mettre et vous pourrez peut-être mieux l'expliquer que moi, ce change permet d'abonder dans un fonds de garantie. Et ce fonds de garantie, ensuite, permet d'apporter une aide aux porteurs de projets locaux, comme par exemple un restaurant ou d'autres, et notamment au-delà surtout de l'énergie, avec une autre association qui s'appelle Enercipa, qui est une SCOP en préfiguration, une association en préfiguration de SIC, et donc qui aura le statut coopératif, et qui, avec l'argent investi, enfin à travers ce fonds de garantie de la NEF,
pourra bénéficier de prêts pour l'achat de panneaux photovoltaïques qui pourront être mis notamment sur probablement des bâtiments publics de la commune. Donc voilà, je voulais montrer l'intérêt et puis de ne pas désespérer effectivement du territoire et du pouvoir politique, dans le sens où une monnaie locale complémentaire, ça peut participer effectivement à lutter à son échelle, à l'échelle en tout cas du territoire, contre cette financiarisation. Voilà. Vous aviez demandé la parole avant, Michel, monsieur, vous. Bonsoir, je m'appelle Sophie, je suis nouvelle sur Avignon, je suis ravie de savoir qu'il y a une monnaie locale dans laquelle je vais m'empresser d'aller investir dès demain. Je voulais rebondir sur les leviers d'action que nous avons, nous les citoyens, pour savoir où va notre argent. Et en tant que citoyenne éco-angoissée et journaliste en développement durable, j'ai fait beaucoup de recherches sur les labels de finances responsables. Et je voulais partager avec ceux que ça intéresse ce que j'ai appris. Parce qu'effectivement, vous avez mentionné le label Finansol, qui est vraiment bien. Je pense que c'est bien, qui garantit vraiment que notre argent est placé dans des entreprises qui sont solidaires, ou alors que les intérêts de notre épargne sont investis dans ces entreprises. Vous avez aussi mentionné le label ISR, et là-dessus, je suis beaucoup moins convaincue. Le label ISR, c'est un label public d'investissement socialement responsable, et si jamais vous le voyez dans un fonds dans lequel vous investissez, ça veut dire que 20% des valeurs les pires de l'univers d'investissement ont été exclues. Et ça ne veut pas dire pour autant que votre investissement est totalement responsable. C'est juste qu'il y a plus de transparence et qu'il y a un processus d'exclusion et de sélection. Et le troisième label que vous n'avez pas mentionné, ça s'appelle le label Greenfin, qui avant s'appelait TEEC, Transition écologique et vérité. Et ça veut dire que votre argent est fléché vers des éco-activités. Donc là, vous pouvez savoir qu'il n'y a pas d'investissement dans les énergies fossiles. Voilà, je trouve que c'est important de connaître ces labels et surtout de savoir ce qui se cache derrière, parce qu'il ne faut pas non plus se dire, comme c'est labellisé, ça veut dire que c'est parfait. Et il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé, on a parlé des banquiers, on n'a pas parlé des assureurs, qui collectent de l'argent et qui, à leur tour, investissent. Et les assureurs, ils ont des politiques d'investissement où parfois ils décident de ne plus investir dans le tabac, parfois pas dans le charbon, parfois pas dans les arbres. Mais moi, en ayant vérifié, on m'a dit, ah bah oui, on n'investit pas dans les arbres, mais pas dans toutes les armes. On n'investit pas dans les plus controversés, c'est-à-dire les armes chimiques et les armes à sous-munitions. Mais par contre, dans le reste, on investit et on dit quand même que c'est de l'investissement responsable. Voilà. Donc soyez vigilants. Merci. Je veux juste essayer de donner un petit élément de réponse sur, pas un élément de réponse, mais un complément à votre analyse, qui est très juste, et je vous rejoins. Pour avoir travaillé en ayant été au comité scientifique du label ISR public, c'est un sujet que je ne vous rejoins pas par contre sur le sujet où vous dites en fait les fonds ISR, c'est juste on exclut 20% des plus pires de l'univers d'investissement et puis après le reste, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Ça a été le cas il y a 10 ans, quand l'ISR c'était encore un produit financier de placement qui était quelque part un peu qui sortait de terre, donc il y avait des stratégies, des méthodologies qui n'étaient pas toujours très robustes aussi, pour être des données, comment se monter les entreprises, etc. Un problème de fou. Pour bien connaître aujourd'hui la question, il y a quand même des stratégies de méthodologie de sélection des entreprises dans les fonctionnements responsables, et notamment dans les comités d'audit de label, qui sont très fortes, notamment sur le fait que quand vous allez exclure des sociétés, effectivement, vous allez pouvoir avoir des stratégies d'exclusion, mais on ne pas dans le tabac, on n'investit pas dans l'alcool, par exemple, on n'investit pas dans le nucléaire, les OGM, ou sur certaines pratiques de droits humains, de corruption, de blanchiment d'argent, si vous voulez, de mine antipersonnelle, de soumission, d'armement. Armement, ça date quand même il y a 200 ans, on est sur ces questions depuis très très longtemps, l'avant des esclaves aussi. Mais par contre, vous avez beaucoup de fonds, et ça c'est majoritairement en France, qui vont sélectionner les entreprises sur leurs bonnes pratiques. C'est-à-dire en fait, on ne va pas exclure, puis on va prendre le reste. C'est-à-dire qu'on va avoir une double méthodologie, on va exclure, et puis après on va prendre les autres, les meilleurs. C'est-à-dire on va sélectionner celles pour qui on a envie d'aller investir dedans, c'est-à-dire celles qui participent, alors non pas à la transition, mais à la réalité, et qui mettent des actions. Il y en a beaucoup quand même.
Donc pour être dedans, je pense qu'il faut aussi un peu avoir le nez. Moi j'ai le nez de la personne qui est dedans, donc effectivement j'essaie d'avoir un regard critique, je pense que je l'ai, notamment dans beaucoup de publications, on a essayé d'avoir cette vision quand même très critique des méthodes. Le label Greenfield, on dit aussi, c'est-à-dire les produits verts, etc., comment financer les produits verts. Mais dans les labels, je pense qu'après c'est aussi à l'épargnant, ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, c'est-à-dire aller voir un peu ce qui se passe dedans. Il y a effectivement parfois à boire et à manger, mais il y a quand même aujourd'hui, dans le développement de ce qui se passe avec les lois et les régulations qui sont en train de se mettre en place, les régulateurs avancent très vite aussi sur ces questions, sur les rapports, les risques climat, les risques que tous les gestes actifs vont mettre en place maintenant, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc là, on arrive quand même sur une qualité tout doucement de fond qui commence à être beaucoup plus importante. Par contre, je rejoins sur le fait que ça, c'était une question de fond, mais qui pour moi était un peu plus il y a quelques temps. Aujourd'hui, on arrive sur des fonds qui ont quand même des méthodologies plus avancées. Je maintiens quand même que c'est les 20% le pire si vous excluez. Ça, je le maintiens. Oui, pardon, je ne voudrais pas qu'on crée un débat à l'intérieur du débat parce que le temps avance, il avance vite, c'est très bien d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Il faudrait qu'on puisse, il est 25, on va terminer vers la demi avant d'être trop fatigué. Donc, on va essayer de prendre 2-3 questions très rapides, s'il vous plaît. Questions rapides et réponses rapides de façon à être le moins frustré possible. À vous, monsieur. Je vais faire court. Je ne voudrais pas qu'il y a deux niveaux, la macroéconomie et la microéconomie. Sur la macroéconomie, il ne faudrait pas que les politiques baissent les bras. Vous savez très bien qu'on peut très bien réorienter les lois sur la fiscalisation des entreprises. On peut très bien contraindre les entreprises. J'ai travaillé dans les grandes entreprises pendant 30 ans. On peut très bien contraindre les grandes entreprises sur les avantages qu'elles ont. Par exemple, je pense aux exonérations de bas salaire. Bref, on peut très bien interagir pour modifier le modèle économique. Et le financier qui est à ma droite, je ne voudrais pas que vous soyez désabusés. Il y a encore de la puissance au niveau du monde politique. Ce que fait Anne Hidalgo à Paris sur le contrainte des avis d'Airbnb et aussi au niveau mondial, ce qu'on fait sur Google. Bref, il y a des axes de progrès. Mais je voudrais revenir à la microéconomie qui est pour les jeunes, et Isabelle Portefeuille l'a développé, donc je ne vais pas insister, mais c'est ce que je voulais dire en préambule. Il y a aussi des schémas qu'il faut mettre en place et qui sont des vitrines justement pour que les jeunes pourraient très bien s'emparer et qui sont des vitrines pour le monde économique. Et lorsqu'on parle d'économie sociale et solidaire, lorsqu'on parle de circuit court, si je prends un domaine que je connais bien, l'agronomie, il est clair que les modèles européens de financement des grandes fermes, qu'elles soient européennes ou polonaises ou des pays de l'Est, ont eu leur terme et qu'on aurait pu depuis des années financer des circuits courts, les AMAP. J'ai eu la chance de ma jeunesse d'avoir René Dumont comme prof il y a 50 ans. Il est clair que les schémas étaient déjà en place. Et ces schémas, ils sont en train d'émerger. Et pour reprendre un chiffre qu'Isabelle n'a pas cité, rien que sur le Vaucluse, l'économie sociale et solidaire, ou ce qu'on appelle les circuits courts, l'économie responsable, je termine là-dessus, représente quand même presque 8% du chiffre d'affaires. Et au niveau national, c'est quand même quelques pourcents.